Et je vous partage mon support. Normalement, ah non, vous ne voyez pas encore. Attendez, pardon. Hop. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, dans le Q&A, dans la discussion, où vous voulez. Ou me couper la parole, lever la main, comme ça je vous donne la voix pour que vous puissiez répondre. Le chat est désactivé, on peut pas y accéder. Bon, bah par le Q&A, c'est très bien alors. Euh, cool. Et bienvenue. Je m'appelle donc Sylvain et je vais essayer de vous partager des infos sur le digital learning et les métiers qui y sont associés. Alors, au départ, un constat, il date un peu ce constat, parce qu'on a commencé ça en avril 2020, c'est que, parce qu'en fait, moi j'ai créé une agence de conseil en pédagogie qui s'appelle SIDO, SYDO, et nos clients nous demandaient à louer nos salariés pour mettre en place des gros projets de digital learning, qu'ils n'avaient personne en interne qui avait les compétences pour le faire, mais nous, on ne voulait pas devenir une SS2I ni une ESN de Digital Learning Manager. Et on était bien embêtés parce qu'effectivement, ces compétences-là, d'être capable de mettre les mains dans la tech, de comprendre les plateformes d'apprentissage, de créer les premiers contenus, d'accompagner les experts à les mettre en place, et ben, il n'y avait pas grand monde qui était bien formé à ça. Il y avait pas mal de formations universitaires, mais euh, très peu pratiques. On mettait très peu les mains dedans, et du coup, pas suffisant pour démarrer. Mais ça devenait un enjeu stratégique. Parce que Covid, et pour autant, il faut quand même former les collaborateurs à distance. Et voire même, il n'y a plus le choix. Ils sont moins au bureau, moins présents. Donc, on va essayer de trouver une solution, qui est le digital learning, afin de continuer à faire monter en compétences. Et en plus, plein de logiciels EdTech dans tous les sens. Donc, EdTech, c'est des logiciels pour l'éducation et la formation. Il s'en sort un par jour. Il y en a de partout. Il y a plus de 2000 plateformes LMS, donc des plateformes sur lesquelles on va déposer les contenus de formation. Et il y en a tellement que c'est compliqué de s'y retrouver. Et en plus de ça, sur Pôle emploi, il y avait 4500 offres d'emploi non pourvues pour des profils de concepteurs pédagogiques et ingénieurs pédagogiques, digital learning manager, et de boîtes qui trouvaient personne. Donc ça, c'est le constat initial. Le problème, c'est que c'est un métier jeune et que derrière, il y a plein d'appellations. Responsable d'ingénierie pédagogique. Donc l'ingénierie pédagogique, c'est celui à qui on dit, j'ai besoin que tu crées un parcours de formation pour des couvreurs de toit, pour qu'ils comprennent les différents types de tuiles, de formes de toit, de formes en fonction des endroits, s'il y a de la neige, s'il y a de la pluie, s'il y a beaucoup de soleil, des couleurs de toit aussi. Donc voilà, faut que ce groupe qui ne connaît pas le sujet, tu as 400 heures, faut qu'à la fin, ce soit des experts en couverture de toit. Et c'est là que l'ingénieur pédagogique intervient. Il va potentiellement interroger un peu les apprenants pour voir leur niveau de connaissance initiale. Il va aussi interviewer les experts pour récupérer un maximum de contenu et imaginer le meilleur parcours. Par quoi on commence, comment on teste les connaissances au milieu, comment on les fait grandir, comment on leur fait tester, comment on leur fait rencontrer des professionnels pour qu'à la fin, ils soient capables de passer leur diplôme. Ça, c'est le rôle de l'ingénieur pédagogique. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on met un peu de distanciel, on met un peu de numérique dedans. Donc, il y a des sessions qui vont se faire à distance, comme là en webinar ou en classe virtuelle, des sessions qui vont se faire ce qu'on appelle en full asynchrone. Donc, tout a été enregistré, vous pouvez faire tout seul à l'heure que vous voulez, il n'y a pas d'enseignant en live, et des sessions qui vont se faire en présentiel, avec donc un enseignant ou en synchrone. Et il faut mixer ça pour qu'il y ait un bon rythme, que ce soit cohérent, qu'on puisse avoir la théorie à distance, mais qu'on puisse faire la pratique en live, etc. Et c'est le rôle de l'ingénieur pédagogique. Le learning designer, lui, alors pareil, toujours vu que ces noms sont des noms un peu nouveaux, selon les boîtes, ça peut être un peu différent. Mais le learning designer, lui, son rôle, c'est plutôt de concevoir toutes les ressources de formation à distance. Les jeux, les vidéos, les quiz, le parcours complet, s'assurer que tout le monde a été au bout, quelle était la note moyenne, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut revenir. Learning designer, c'est vraiment, il va pas avoir la vision nécessairement globale du projet, mais ça va être un spécialiste de tous les outils EdTech et ce sera lui qui saura, bah là on va faire un petit jeu avec Storyline, derrière on va faire une vidéo interactive avec Cumulus, derrière on fait un quiz où on va faire de l'apprentissage par l'erreur avec Didask, etc., etc. Il saura choisir
les bonnes solutions aux bons endroits pour que le parcours soit le plus intéressant possible. Le concepteur pédagogique multimédia, ouais, c'est à peu près pareil que le learning designer. Il va, on va lui dire, bah, maintenant, il faut que tu me crées un jeu pour la couverture de toit, pour découvrir les 20 couvertures possibles. Voilà le brief. Il va se renseigner, il va se documenter, il va choisir la meilleure plateforme pour le faire, et il va le réaliser jusqu'au bout. Alors que le learning designer, parfois, il n'a pas toujours le choix des plateformes. On va dire, chez nous, on a Storyline, il faut que tout rentre dedans. Storyline étant l'outil le plus utilisé aujourd'hui par ceux qui créent des contenus de formation en ligne. L'administrateur LMS, c'est plutôt celui qui gère la plateforme sur laquelle il y aura tous ces contenus, avec les enjeux d'administration, qui a droit d'avoir accès à quoi, qui va s'assurer que tout le monde puisse bien tout voir, qu'ils aient bien leur mot de passe, et vérifier après les évaluations. Est-ce qu'ils ont le droit de passer au niveau suivant, récupérer les stats de combien de temps ils ont passé dessus, aider les profs à mettre leur contenu dessus, qu'on récupère bien tout ce qui est tracking et tout, etc., etc. Euh, donc, lui, potentiellement, il va pas nécessairement il va pas nécessairement créer les contenus, mais il sera là pour aider les profs, les spécialistes à les créer. Responsable de formation, on est plus proche du responsable d'ingénierie pédagogique, avec potentiellement une vision un peu plus globale de à quoi il faut former aussi mes collaborateurs et quel est le meilleur dispositif possible pour eux. J'en ai un à Marseille, un à Bordeaux, un à Paris. Est-ce que je fais venir tout le monde à Paris ou est-ce que je me débrouille pour qu'il y ait une grosse partie qui puisse se faire en distanciel, qui évite les frais de déplacement, qui évite des coûts carbone, euh, mais pour autant en gardant un niveau de qualité très élevé pour que tout le monde à la fin sache faire. Enfin, et ça c'est plus le job chez Sido de consultant en pédagogie, où ils travaillent en agence, ils sont chefs de projet, ils prennent le besoin du client, ils imaginent, ils font toute l'ingénierie pédagogique, mais ils produisent pas. Ils font produire après par des experts, des intégrateurs storyline, des comédiens voix off, des développeurs web pour faire du spécifique. Et ils vont être en charge de ce projet, c'est eux qui vont tout écrire, tout imaginer. Ils auront en tête même les dessins, mais c'est pas eux qui vont faire tout jusqu'au bout. Mais ils encadreront le projet au global. Et le Digital Learning Manager, bah, c'est un peu tout ça. En fonction des boîtes, vous pouvez être Digital Learning Manager, alors c'est surtout administrateur LMS, surtout ingénieur pédagogique ou surtout responsable de formation. D'où la difficulté. C'est un métier un peu nouveau, alors ça fait 15 ans, 20 ans qu'il existe évidemment, hein, avec l'apparition du web, mais maintenant ça se professionnalise vraiment. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il sait faire un Digital Learning Manager ou qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Bah, de concevoir et produire les contenus pédagogiques pour du distanciel et pour du présentiel, de gérer les projets de formation au global, mais notamment les formations numériques. Parce que des ingé-pédas qui savent faire du présentiel, il y en a plein. Des ingé-pédas qui savent faire les deux, il y en a peu. Il va aussi, son rôle, c'est potentiellement de créer une académie, de développer une activité de formation à distance. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui créent une académie un peu comme sur Google, Microsoft. Vous avez le niveau bronze, silver, gold. Et là, ça va être un digital learning manager qui va s'occuper de l'académie de plein de petits logiciels qu'on connaît moins, mais il faut que les clients montent en compétence dessus et deviennent des experts. Vous aurez aussi un gros rôle d'accompagnement au changement des formateurs, parce que les formateurs, bah, eux, ils adorent le présentiel. L'essentiel, c'est pas toujours dans leur façon de faire, ni dans leurs habitudes, ni dans leur zone de confort. Il va falloir les accompagner, leur montrer que c'est pas pour les remplacer, c'est pour les rendre plus efficaces, c'est pour leur éviter des déplacements, c'est pour que les cours soient plus intéressants, plus interactifs, parce que les gens auront vu le contenu et la théorie avant. Et donc, il faut vraiment faire tout cet accompagnement-là. Et enfin, vous pouvez aussi amener un peu à animer quelques formations et classes virtuelles, mais c'est rarement le rôle d'un digital learning manager qui est quand même beaucoup plus à noter, hein, un peu seul derrière son ordi, il va faire des réunions régulières avec les experts, puis avec les apprenants, mais après il produit. Et produire un contenu d'1 heure de formation, il y a différents niveaux, hein. C'est juste de la vidéo, ça va aller plus vite, ça va prendre 2 jours. Mais si on fait des petits jeux, si on fait des quiz un peu intelligents, des évaluations un peu plus complètes, pour une formation d'1 heure, chez Sido, ils peuvent prendre jusqu'à 30 jours de réalisation pour une seule heure de formation. Et le Learning Manager, il a plein de défis. Alors, je vois pas si... ouais, j'ai pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser, hein, j'essaye de répondre en live si tout n'est pas clair. Si je vais trop vite, si j'utilise des anglicismes, arrêtez-moi. Et son premier défi, c'est d'être capable de se passionner de tout. Il faut un très bon digital learning manager n'est pas spécialiste du sujet sur lequel il va travailler.
Et pourquoi c'est important? Parce que plus vous êtes spécialiste, plus il y a des choses qui sont évidentes pour vous, et moins vous serez capable de les réexpliquer à un public de novices. Donc pas besoin, hier j'ai croisé à Paris Roxana, qui bosse à la Fédération française de tennis pour créer des contenus e-learning pour les coachs et entraîneurs de tennis sur les nouvelles méthodes, sur la diététique, sur la nutrition, sur la récupération, etc., etc. Elle n'a jamais fait de sport. Mais elle est trop forte. Elle a tout compris, elle sait à qui questionner, elle sait comment transmettre ça, et ses contenus sont géniaux. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Bon, c'est tout bon. Cool, merci Alexis. Donc, il faut être capable de s'intéresser à la dernière assurance du LCL que les banquiers doivent vendre et comment ils doivent la vendre, qu'est-ce qu'ils doivent dire, comme au train d'atterrissage des avions, puisque c'est très techno aussi, et il faut former les pilotes à savoir les déployer ou les équipes de maintenance à savoir les réparer, comme, qu'est-ce qu'on va voir comme sujet, nous, des sujets très divers. Je vous parlais de couverture de toit, la boulangerie, ça peut être une nouvelle molécule, il faut que les commerciaux sachent en parler aux pharmaciens. Enfin, voilà. Et c'est ça qui est génial, mais c'est moi ça que j'adore dans ce sujet, c'est qu'on apprend tout le temps plein de choses. Pour autant, il faut être très curieux, parce que si on est intéressé que par l'environnement, par l'eau ou par la biochimie, bah, on ne trouvera peut-être pas le boulot de ses rêves, parce qu'il n'y a pas tant que ça sur ces niches-là. Deuxième chose, il va falloir convaincre, ou en tout cas aider les gens à changer de posture. Et c'est pas pour rien que j'ai mis un vieux formateur avec les lunettes sous le nez en image, parce que vous allez avoir beaucoup de «Ouais, c'est pas fait pour moi, non, mais j'y comprends rien.» Ou de toute façon, là, c'est trop compliqué pour t'expliquer en vidéo. Non, c'est trop compliqué parce que tu sais pas l'expliquer, mais en fait, si on arrive à l'expliquer, on peut le faire en vidéo et justement, ce sera plus facile pour les gens de revoir la vidéo, de pouvoir la montrer aussi après. On a aussi beaucoup, bah, j'aime pas les jeux c'est pour les enfants. Non, il y a des jeux d'adultes, il y a des jeux très efficaces pour donner envie d'apprendre, pour permettre d'apprendre. On formait là à une école, un CFA aux outils d'intelligence artificielle, on leur a montré un outil pour créer une BD en 5 minutes. Et, euh, et en soi, on se dit, bah, quel est l'intérêt? Et là, une prof d'anglais qui dit, mais c'est génial. Ça les oblige à utiliser plein de vocabulaire pour que la BD ressemble vraiment à ce qu'ils imaginaient. Donc, pas seulement de dire c'est un soldat avec un fusil, de décrire sa tenue, de décrire le type de fusil, de décrire s'il est dans une tranchée ou dans un champ. Et donc, ça va travailler le vocabulaire de mes élèves. Moi, je suis ultra fan et à la fin, eux seront ultra fiers de voir que avec de bons mots, ils arrivent à produire ce qu'ils avaient en tête. Et pour moi, ça, c'est un jeu, par exemple. Ou un autre jeu en IA, je vais vous le mettre dans la conversation. Ah non, je ne peux pas vous le mettre. Twin Peaks, Twinpics, si l'IA vous intéresse, et les images aussi. C'est un jeu qui permet, tous les jours, ils mettent une nouvelle image, et le but, c'est de s'approcher via son texte de l'image. Donc, votre texte va gérer une autre image, et le but, c'est de s'approcher de l'image originelle. Il y a un jeu comme ça qui existe pour adultes qui est assez extraordinaire, où c'est une personne qui a une carte avec une image et qui a 1 minute pour la décrire aux gens, qui doivent dessiner ce qui a été dit, et après, il tourne la carte et il voit les 10 éléments. Il pose la question aux gens, est-ce que la vache elle a bien une boucle d'oreille à l'oreille gauche? Est-ce qu'il y a bien 10 morceaux de gazon? Est-ce qu'il y a bien du gazon au sol? Est-ce qu'il y a bien un ciel et un soleil? Et en fait, vous, quand vous décrivez la carte, vous devez tout décrire. Et en fait, là, c'est un peu ça, Twin Peaks, être capable de décrire ce qu'il y a sur la carte initiale en quelques mots pour que l'IA recrée la même carte. Donc les jeux, il y en a plein, ça peut être passionnant, mais il y a souvent des blocages parce qu'on dit que les jeux, c'est pas pour les grands. J'ai des levages de main. Virginie, est-ce que tu as une question? Non, du tout, non, non. Du tout. Excusez-moi. Pas de souci, pas de souci. Non, je croyais qu'il y avait des questions qui étaient arrivées. Euh, Pardon. Et deuxième chose, il peut y avoir un peu de frustration. Parce que il y a différents stades dans l'hybridation des formations, dans la digitalisation des formations. Et dans le premier stade, il y a déjà, bah, faut que ça existe en ligne, en fait. Et le premier truc, c'est faut que mes étudiants qui ne peuvent pas se déplacer parce que c'est le Covid, parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, qu'ils accèdent au contenu. Ouais, mais j'ai que des PDF, c'est moche. Oui, bah, fais déjà ça, c'est mieux que rien. Après, tu en feras de la vidéo, après, tu passeras à des activités plus ludiques et plus interactives. Mais parfois, on n'a pas le temps, il faut aussi aller à l'efficacité au plus vite. Et encore plus quand il y a un nombre d'apprenants limité, il y a un petit calcul de rentabilité et d'efficacité de dire,
Je ne vais pas mettre 30 jours pour digitaliser 1 heure de formation si ça touche 10 étudiants par mois. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que j'aille au plus simple. Et parfois, ça, c'est frustrant parce que vous apprenez à faire bien, que vous savez comment marche le cerveau, vous savez ce qui va plaire aux apprenants, et on ne vous donne pas les moyens de le faire. Ou vous n'avez pas les bons logiciels pour le faire. Enfin, voilà. C'est un métier de frustration. Pour autant, moi, j'adore les contraintes. Plus il y en a, plus je suis créatif. Donc parfois, c'est ce qui m'oblige à trouver des idées vraiment cool pour rendre mes parcours passionnants. Alors que si on me dit fais ce que tu veux, tu as le budget que tu veux, bon, j'ai plein d'idées aussi, mais parfois, bah, c'est moins génial que quand on m'avait mis beaucoup de contraintes. Olivier remarque qui me dit c'est cool de ne pas connaître le sujet parce que ça permet d'avoir un niveau, enfin, pour une formation de niveau zéro, c'est bien, et quand on parle à des experts, c'est quand même mieux de connaître le sujet. Alors oui, pour animer, c'est indispensable. Pour être digital learning manager, c'est pas indispensable. De toute façon, tu auras toujours un expert qui va vérifier. Les pires contenus e-learning que j'ai vus, ça a été créé par des experts. Parce qu'en fait, ils sont tellement experts qu'ils se parlent à eux-mêmes et qu'on comprend rien, même quand on n'est pas mauvais sur le sujet. Et on n'a pas le recul, on a besoin de ce jeu de miroir, de ce jeu de ping-pong pour savoir réexpliquer un sujet. Donc, franchement, Sido, ils ont travaillé, tu dis, sur expliquer une nouvelle molécule ultra complexe à des visiteurs médicaux, donc des gens qui ont une formation là-dedans. Et ben, les visiteurs médicaux ont dit c'est génial, enfin j'ai tout compris, parce qu'avant, quand c'est l'expert qui me faisait, ben, en fait, il y a plein de trucs que je captais pas, quoi. Donc, il faut vraiment se mettre à niveau. Après, d'avoir une expérience, c'est pas mal, hein. Ça peut aider à comprendre la culture, le vocabulaire, les enjeux. Pour autant, il faut réussir à redevenir bête et en se disant je ne sais rien. Et dans ce qu'il me dit mon expert, il n'y a peut-être rien d'évident. Donc, il faut que j'ose lui poser des questions. Et parfois, quand on est un peu expert soi-même, c'est plus difficile de poser des questions que quand on est réellement naïf. Voilà pourquoi c'est pas nécessaire d'avoir de compétences. Et bah, je vous l'ai dit, moi, du coup, on avait ce besoin-là chez Sido et on s'est dit plutôt que d'envoyer nos salariés en mission, on va former des petits Sido. Et on a créé une école un peu bizarre, qui s'appelle Le Bahut, qui est maintenant à Lyon, à Paris et à Nantes. À Paris, ce sera en mai prochain la promo et à Nantes en septembre prochain. Et là, à Lyon, c'est le 19 février que la prochaine promo commence. Et c'est une école qui recrute sur personnalité et des compétences un peu de base en rédaction, parce que c'est un métier, il faudra beaucoup rédiger. En numérique, être capable d'allumer sa caméra, de faire un PowerPoint de base et de ne pas avoir peur du numérique, parce qu'on n'aura pas le temps en 400 heures. Et d'ultra grande curiosité, d'être capable de faire des recherches Google, est capable de dire je ne sais pas. D'ailleurs, la pire réponse, c'est de ne pas être capable de chercher une info. Et donc, il faut que ce soit des gens qui sachent chercher sur Google. Mais à partir de ça, on ne regarde pas le parcours, on ne regarde pas les diplômes, on ne regarde pas d'où les gens viennent. On les prend vraiment que sur ces 3 points-là. Et on identifie les potentiels. En disant, ces gens-là, on sait qu'on peut en faire des grands experts et les meilleurs sur le marché. Après, c'est nous qui vous trouvons un employeur. Vous pouvez chercher par vous-même. Mais là, sur la prochaine promo qui démarre le 19 février, j'ai 37 intentions d'embauche qui m'ont été envoyées par les employeurs qui me disent Sylvain, trouve-moi un Bahutien. On a la chance de s'être créé une image où les employeurs savent que tous ceux qui sortent de chez nous sont très bons. Alors que c'est pas toujours vrai des autres écoles. Et comment ça permet d'avoir un candidat où il y a 80% de chances que ça matche. Alexis, t'es dyslexique, est-ce que ça pose problème avec la motivation? Pas du tout. Le tout, c'est de le savoir et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour ne pas faire de fautes dans ses contenus. Notre major de promo 5 est aussi fortement dyslexique et on impose de passer le projet Voltaire là, pendant la formation pour avoir une note sur la maîtrise du français. Et elle n'a pas réussi à avoir le niveau qu'on demande pour être diplômée du Bahut. Pour autant, c'est notre majeure de promo et dans tout ce qu'elle nous a produit, il y a zéro faute. Et donc, on a prévu une séance de rattrapage pour ces profils-là pour qu'elle nous explique la stratégie qu'elle a mise en place pour ne pas faire de fautes. Et elle devait corriger un texte, elle a trouvé toutes les fautes qui étaient dedans et écrit un texte et elle a fait zéro faute dedans parce qu'elle se fait aider d'outils, elle se fait aider de ChatGPT, comment s'appelle ce super outil? Merci App, qui permet aussi d'enlever ses fautes, et d'autres qui existent comme ça. Euh, et honnêtement, le résultat était toujours impeccable. Donc non, aucun souci pour des gens qui feraient des fautes, tant qu'ils le savent, et tant qu'ils font attention à pas nous répondre à nos petits questionnaires avec plein de fautes. Corrigez-vous avant de nous envoyer.
Et le plus important, c'est pas tant les fautes que la clarté de ce que vous écrivez. Quelqu'un qui fait pas de fautes, mais des phrases où on comprend rien, c'est plus embêtant pour ce métier-là, parce qu'en fait, il va falloir être capable de comprendre des sujets complexes et de les réexpliquer à d'autres. Donc, au contraire, ça peut être très cool de venir chez nous. Et on vous rend opérationnel pour créer des, alors, c'est une petite phrase pour créer des formations qui vont réveiller les apprenants, qui vont être passionnantes et efficaces. Et quand je dis qu'on vous rend opérationnel, on est plutôt sur un mode prépa, en mode vous allez bosser beaucoup, ça va être dur, il y a des jours où vous allez pleurer parce que il y a beaucoup de choses à faire, plutôt qu'un mode vacances où quoi qu'il se passe, vous serez diplômé. Non, c'est vraiment pas le cas chez nous. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et toutes les semaines, vous avez un gros projet à rendre sur un des logiciels qu'on aura déterminé, parce qu'on vous a négocié tous les logiciels gratuitement pendant toute la formation pour que vous puissiez vraiment les prendre en main, vous faire un portfolio, donc vous faire en fait un CV avec plein d'exemples que vous pouvez montrer aux employeurs en disant, ouais, ouais, 360 Learning, je connais, regardez ce que j'ai fait dessus. Vaillant, j'ai déjà fait une vidéo. Storyline, j'ai déjà fait un jeu dessus. Donc oui, oui, pas de souci, je sais faire. Et vous saurez réellement faire. Alors, on n'a que 400 heures de formation, donc parfois, on n'a que le niveau 1, mais en fait, vous avez déjà fait l'essentiel et vous saurez y aller, vous saurez trouver. Et en plus de ça, une fois que vous rentrez au BU, on vous fait rentrer dans un réseau avec 800 ingénieurs pédagogiques en poste qui sont vraiment géniaux. Tous les jours, il y a, je sais pas, une centaine de messages sur notre petit forum sur Discord où les gens interagissent, se posent des questions, s'entraident pour se faire progresser. Les gens sont tous très bienveillants et c'est trop cool de voir ça qui progresse parce que techniquement, il y a des outils qui sont quand même pas si simples. Donc, vous allez beaucoup produire, beaucoup travailler. Parce que notre approche pédagogique, on l'a vu, c'est du projet. Tout le temps du projet, et parfois, il n'y a pas toujours de correction idéale, dans le sens où on peut vous montrer à la fin, bah voilà, nous, comment on a traité ce sujet-là, parce que parfois, on les a déjà traités. Parfois, on n'a pas de correction du tout. En mode, l'objectif, c'est d'arriver au point B, c'est tu as réussi le point B, quelle que soit la route pour y arriver, c'est l'essentiel. Si c'est dans le temps imparti, dans le budget imparti, pour les apprenants qu'on avait définis, bravo. Donc, par exemple, à la fin des 5 premières semaines de formation, vous devez créer un premier module e-learning pour une association que vous devez déployer sur un LMS. Et vous avez 3 jours. Une interview d'1 heure avec l'expert de l'association et 3 jours pour produire. Heureusement, c'est un énorme challenge, mais c'est à chaque fois des sujets un peu cool. Là, la précédente promo, c'était un sujet, il fallait créer une formation pour des gendarmes sur le métier de l'open source intelligence, c'est-à-dire retrouver d'où a été prise une photo ou d'où a été prise une vidéo à partir de quelques éléments dans la photo, la vidéo. Et ça va faire des recherches très complexes sur Google Maps, etc. Franchement, le sujet était passionnant, les experts étaient ouf. Et à la fin, en fait, c'était aussi pour un jeu qui était gratuit, d'où on a fait ça pour eux, pour apprendre ce métier d'osinter. Franchement, le truc est trop cool, parce que les étudiants ils ont fait un boulot de malade. Mais j'avoue, c'était un peu de stress parce que les experts étaient tellement passionnés, tellement géniaux, bah, qu'ils voulaient assurer en face. Donc c'est toujours sur du cas réel. Et là, sur notre dernière promo à Lyon, sur le projet Storyline, ils doivent créer un jeu pour apprendre le sport, pour apprendre les règles du sport qui s'appelle le chess boxing. Je sais pas si ça vous parle, le chess boxing. C'est un sport qui a été inventé par Inky Bilal dans une de ses BD, qui mélange un match d'échecs, un round de boxe, un match d'échecs, un round de boxe. Donc en gros, vous testez vos neurones, vous détruisez vos neurones, vous retestez vos neurones et vous détruisez vos neurones. Très fun, mais là le but c'est de former dans des quartiers difficiles et donner envie aux jeunes d'apprendre ce sport, le jeu d'échecs, notamment. Et donc c'est expliquer les différentes pièces, comment elles se déplacent, c'est quoi les grandes stratégies pour mettre échec et mettre son adversaire, pour que quand le formateur vient, l'animateur vient, bah, vite, ils puissent démarrer par leur partie d'échecs pour aller vite sur le ring, parce que c'est aussi ça qui les fait marrer. Donc là, nos étudiants devaient créer ça. Pour de vrai, ça va être testé prochainement. J'y arrive, Béatrice, je garde ta question. Certification logicielle, il y en a. Par exemple, Teach on Mars proposait à nos étudiants de la passer gratuitement, mais il demande un niveau très élevé. Donc, si c'est un logiciel qui t'éclate, tu peux monter dessus. Mais après, on est recommandé hein, par tous les logiciels du marché. Nos anciens, là, je passais au salon Learning Tech qui était à Paris, où quand il y a un client qui a un besoin, ils disent bah, va prendre un Bayusien parce qu'il sait faire. Les éditeurs viennent potentiellement au Bayus s'il y a besoin, ou en tout cas, ils nous donnent des cas pratiques à faire aussi pour vous monter en compétence dessus. Je reviens sur la question de NCP après, je t'oublie pas. Donc, plein d'ateliers de prise en main des nouveaux outils, plein de projets toutes les semaines, la vidéo, le schéma,
storyline, l'activité pédagogique en ligne, le module de formation. Et à la fin, vous devez créer un module complet pour une autre association. Donc on vous trouvera ça. À chaque fois, c'est nous qui vous amenons des sujets un peu cool normalement. Exemple. Ah mince, je ne vous ai pas partagé. Je vous repartage tout de suite avec le son. Hop. Exemple de vidéo produite par un étudiant à l'école, Rémi, qui était ingénieur de formation d'une grande école, et après prof des écoles. Donc pas du tout dessinateur. Et là, il avait 3 jours pour réaliser une vidéo explicative sur comment comment on choisit un sujet de thèse et c'est quoi une thèse. Et donc, il y avait un chercheur qui était venu lui expliquer ça. Il a écrit son texte, fait ses dessins et animé sa vidéo sur PowerPoint. Préparer une thèse. Le premier pas professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de chocolat influe sur la mémoire? Après avoir fait le tour des connaissances sur le sujet dans un état de l'art, on formule des hypothèses. Le chocolat augmente la mémoire à court terme. Dans un second temps, on va chercher à valider cette hypothèse en réalisant un protocole expérimental basé sur la méthode scientifique. Concrètement, on va mettre en place une ou des expériences. Pour cela, on va définir les paramètres. Le nombre de personnes, le nombre de carrés de chocolat, par exemple. Choisir les variables à tester, avec ou sans chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Donner une consigne aux participants, ici mémoriser une suite de mots. Et enfin, analyser les résultats. S'ils sont significatifs, on peut écrire un article et le proposer pour publication dans une revue scientifique. Il faut alors bien choisir à qui on va l'envoyer. Dans notre cas, une revue spécialisée dans la mémoire ou le chocolat. L'article va passer par un comité de lecture composé de pairs qui peut proposer des modifications éventuelles pour rassurer la validité scientifique des résultats. Au terme des 3 ans, on rédige un document appelé thèse et avec un peu de chance, on devient docteur. Les qualités pour réaliser une thèse sont l'autonomie, la capacité à travailler en groupe, la rigueur, la créativité, la maîtrise de l'anglais et la polyvalence aussi. Surtout, il faut être passionné par son sujet. Et il finit toujours Vous par un l'avez compris, schéma. hypothèse, expérience et publication forment le cœur du travail d'un thésard. Toujours par un schéma à la Sido, comme les vidéos Dessine-moi l'écho. Parce que du coup, le bahut a été créé par les équipes qui ont fait les vidéos Dessine-moi l'écho. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et il a fait ça en 3 jours. Moi, je trouve ça ouf ce qu'il a produit. C'est ses propres dessins. Il avait jamais dessiné de sa vie. On lui a appris, hein, parce qu'au bahut, on voit un peu comment faire ça. Aujourd'hui, en plus, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de monter vite en compétence là-dessus. Moi, je trouve ça trop ouf. Et bon, après, Rémi est super fort. Euh, Serge, quel est l'effectif total du bahut? Qu'est-ce que tu entends par effectif? Est-ce que c'est en nombre d'étudiants ou en nombre de... Mince, Préparer chut, une tais-toi. thèse. Ou en nombre de l'équipe pédagogique? Pour l'équipe pédagogique, je peux te répondre, on est 3 pour de vrai, plus 20. Parce qu'en fait, tous les consultants SIDO, dessinateurs SIDO, développeurs web chez SIDO, enfin, tout le monde chez SIDO intervient en bahut et vient nous aider en fonction des sujets pour que les cours soient passionnants et très professionnels et que ce soit toujours sur des vrais exemples. Mais on est 3 au quotidien à faire vivre l'école. Voilà, pour répondre à ta question. Et en nombre d'étudiants, c'est des promos de 20 à 25 maximum dans l'ensemble. Et on fait maximum 2 promos par an. 1 à 2 promos par an à Lyon, 1 à 2 promos par an à Paris, et pareil, 1 à 2 promos par an à Nantes, en fonction des besoins des employeurs. Parce que moi, je veux pas former pour former. Je veux qu'à la fin, il y ait un job pour chacun. D'où parfois on limite le nombre de promotions si on voit qu'il y a un peu moins de demandes des employeurs. Bon, en ce moment, j'en ai pas mal, mais on verra si on en fait une deuxième en fin d'année ou pas. Je vous montre, là, c'est sur Storyline. C'est un jeu pour apprendre à choisir le bon verre au bar en fonction de la boisson qui est commandée. Et vous allez pouvoir prendre la parole ou répondre en live parce que il va falloir jouer avec moi.
Ah mince, je vais faire des extras. Et donc, table de 3 personnes, on a 20 secondes par commande et il faut choisir le bon verre. Je vous laisse m'aider. Un verre de vin rouge, c'est lequel? Vite, vite, vite. Qui peut m'aider? C'est lequel? Non, je vous aide. Je crois que c'est celui-là. Aïe, 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 c'est le double verre à cocktail, je me suis raté. La bonne réponse, c'était le verre ballon, donc c'est celui en haut à gauche, je me suis raté. Mince. Prochaine commande. Une coupe de champagne. Et il y a un piège, je la connais celle-là. C'est ça la coupe. Écoutez, c'est la flûte. Un Ricard. C'est un verre à Ricard. Et donc voilà, et donc le jeu en fait monte en difficulté comme ça, et c'est pour que vous appreniez différents verres, un verre à thé, un verre à whisky, un verre à eau, un verre à bière, etc., etc. Et c'est avant le cours avec le prof pour vraiment choisir les bons verres. Et moi je trouve son jeu génial. Il a été réalisé par Benjamin, qui était réparateur de stores. Donc les stores extérieurs là. C'est son job, 30 ans. J'aime à peine, je crois qu'il a le bac, mais c'est tout, pas d'études supérieures. Jamais vraiment utilisé d'ordinateur dans son travail, jamais fait de formation. Mais pareil, dans les majors de notre promo, le gars était super fort, il a un super job aujourd'hui. Il fait partie un peu des influences sur Storyline, parce que ça s'est fait sur Storyline, ce jeu. Pareil, jamais dessiné, enfin, il est vraiment trop fort, quoi. Autre chose, vous intégrez une promo de 20-25 personnes, moyenne d'âge 35 ans, tout le monde redémarre un peu sa vie. Parce que soit, ce qu'on a comme cas, on va avoir des gens qui ont perdu leur emploi, ont été mal orientés plus jeunes, ont juste envie de faire autre chose parce qu'ils ont perdu le sens dans ce qu'ils faisaient avant et besoin de changer de vie avec une envie de transmission, une envie de créer des contenus de qualité. Et donc, une promo très hétérogène, des gens qui viennent de plein de milieux, plein d'univers, plein de métiers différents, mais très homogène sur cette envie folle de se reconvertir et de réussir cette reconversion. Et vraiment, c'est beau à voir comment ça prend et l'entraide qui se met en place. Et c'est super important parce que tout le monde a des choses à vous apprendre. Certains, là dans ma promo, j'ai un ancien de chez Euronews qui faisait la captation de vidéo. Donc sur la vidéo, c'est un tueur, c'est le meilleur de la promo. J'en ai une autre, c'est une dessinatrice. Donc pareil, sur les dessins, elle est géniale. Et donc tout le monde s'apporte des choses et des compétences par rapport à ce qu'ils avaient vu avant. On vous met aussi dans cette communauté de Digital Learning Manager dont je vous parlais tout à l'heure. Et on vous met aussi en posture d'être capable de critiquer ce que vous voyez à l'école, de critiquer les contenus qu'on vous donne, parce que ce sera votre métier demain. En cas de les analyser à minima. Les 46, qu'est-ce que tu entends par 46, Serge? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Donc, l'effectif total du BU, c'est nombre d'étudiants 20 par promo et, et le nombre d'intervenants, plutôt 25 en tout. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est ton 46, je me suis peut-être trompé. Ah, 46 ans. 46 ans! Bah, je t'ai dit, moyenne d'âge, c'est 35, donc j'ai du 25 et j'ai du 55. C'est large, pas de souci là-dessus. À noter néanmoins qu'il faut avouer que les employeurs sont un peu plus frileux au-delà de 40 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là. Et en plus, on a des très 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 bons apprenants de plus de 40 ans qui sont super forts, qui s'éclatent dans leur boîte aujourd'hui. Pas de souci sur l'âge. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on regarde. C'est parfois regardé par les employeurs, mais j'essaie de me battre pour qu'il y ait des employeurs qui acceptent aussi des profils un peu plus âgés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas digitaux du tout. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez candidater sur le site. Au pire, c'est pas pour cette promo. Dans tous les cas, on garde vos coordonnées, comme ça, on vous recontacte dès qu'il y a une promo qui vous intéresse. Vous pouvez dire c'est Lyon, Paris ou Nantes qui vous intéresse. On a des jobs un peu partout en France aussi. Là, par exemple, cette promo, si quelqu'un est intéressé par Nice, j'ai un super job à Nice et j'ai personne. Donc, si ça vous tente, candidatez vite, on vous répond très très vite. Et j'ai aussi 3 jobs à Bordeaux. J'ai un job en Moselle, à côté de Metz. J'ai des jobs à Paris aussi, où je manque d'étudiants. J'ai un job à Rennes qui est trop cool. J'ai pas de candidats à présenter. Après, j'ai des jobs à Lyon, là, mais j'ai pas mal de candidats déjà. Mais voilà, à discuter, n'hésitez pas. Et j'ai des jobs parfois full remote aussi pour ceux qui veulent travailler de chez eux. Il y a un premier formulaire de prérequis. Une fois qu'il est complété, on vous envoie un deuxième formulaire de candidature. Et si ce formulaire est OK, Léna et Aurélien, qui sont les recruteurs de cette promo, vous proposent un entretien pour échanger sur vos motivations, ce que vous voulez faire et apprendre et qu'on vous connaisse mieux.
et qu'on vous présente à la bonne structure. Parce que en fonction de vos enjeux, moi, j'essaie de vous trouver, de vous obtenir 3 entretiens. Alors, c'est un maximum. Si les 3 disent non, c'est peut-être qu'on a raté quelque chose ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je n'en cherche pas d'autres. Pour autant, vous pouvez toujours en chercher vous. Et l'idée derrière, c'est que vous signez un contrat de professionnalisation, parce que vous avez souvent plus de 30 ans. Et ensuite, le rythme, c'est quoi? C'est donc sur 12 mois, vous avez en tout 399 heures de formation, qui commence par 5 semaines full-time à l'école pour que vous sachiez créer un premier module e-learning avant d'arriver en entreprise. Ce qui fait que quand vous arrivez en entreprise, vous savez déjà faire plein de choses. Parce que les boîtes peuvent pas. Enfin, moi j'ai envie que les boîtes, quand vous arrivez, en plus vous arrivez parfois dans des entreprises, il n'y a pas grand monde pour vous encadrer, pour vous manager. Parce que c'est des boîtes qui se lancent ou qui lancent des projets. Et je veux que vous soyez à l'aise. Ensuite, après ces 5 premières semaines à l'école, vous êtes sous contrat et vous êtes payé par l'entreprise pendant ces 5 premières semaines. On entame 8 cycles de 5 semaines en entreprise et 4 jours en formation. 8 fois de suite. Donc en gros, vous avez beaucoup de temps pour rester sur le projet d'entreprise. Vous revenez 4 jours à l'école pour monter en compétence sur des sujets. Sur certains points, sur Solène, on va retravailler, sur la vidéo, on va retravailler, sur l'ingénierie globale d'un projet, on va retravailler aussi, sur l'évaluation, par exemple, pendant ces semaines-là. Et à la fin, vous créez aussi votre. Enfin, il y a un nouveau cas pratique pour le diplôme. Et là, on arrive au diplôme, euh, qui n'est pas un diplôme pour l'instant. Il est possible, on peut faire l'apprentissage, on a loué un diplôme du ministère du Travail, mais qui n'est pas tout à fait lié à ce qu'on fait. On peut aussi, exceptionnellement, sur le contrat pro, avoir un diplôme de niveau Bac+2, mais qui n'est pas génial. On est en train, nous, de redéposer notre demande de diplôme auprès de France Compétences, parce qu'on a quand même fait 7 promos à Lyon, 2 à Paris, et bientôt une à Nantes. Donc on a largement l'historique, et tous nos anciens sont en poste, avec des bons salaires, je vais vous présenter un peu après. Mais c'est un process très compliqué, très long. Donc normalement, on devrait avoir une réponse en octobre. Si tout va bien, j'espère qu'on l'aura. Un diplôme de concepteur et producteur de ressources e-learning. Pour autant, nos étudiants ont plutôt un niveau Bac+5 en sortant. Nous, notre diplôme ne sera pas de niveau Bac+5 pour plein de raisons. Je vous expliquerai ça, c'est trop long. Et on a des salaires de niveau plutôt Bac+5. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de titre nécessairement à l'issue. Mais parlez-en avec nos anciens, ils ont tous un job. Et le plus important, c'est le pull et le logo Le Bahut à la fin. C'est ça qui fait que les recruteurs vous prennent. Là, au salon Learning Tech, c'était incroyable. J'ai trouvé ça fou, le retour des employeurs qui disent tous: mais moi, j'adore mon bahutien, il est trop fort, tu m'en trouves un autre comme ça, je te le prends direct. Alors pourquoi? C'est quoi nos secrets? Un, on fait quand même une sélection. Et je suis désolé, on ne prend pas tout le monde. Il y a des gens où on se dit, là, il y a des choses qui manquent et on n'arrivera pas à en faire quelqu'un d'excellent. Et on ne peut pas du coup lui garantir qu'il aura un job à la fin. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas vous faire perdre un an. Et moi, je ne veux pas que vous n'y arriviez pas. Je veux qu'à la fin, vous vous sentiez super fort. Même si tous ne se sentent pas assez forts, ils le sont largement. Donc ça, c'est un premier secret. Deuxième secret, c'est que c'est des vrais pros qui vous forment tout le temps, qu'on y met le temps, l'énergie qu'il faut, que c'est du présentiel, qu'on est là derrière vous, qu'on vous rattrape, qu'on vous amène à y arriver, qu'on fait une progression étape par étape, et qu'il y a plein de vrais projets, et que c'est très lié aux attentes du marché. On vous forme à ce que recherchent les employeurs. Et c'est pas, on vous forme pas pour vous former. Je vois qu'il y a des questions, j'y arrive. Faut-il avoir un niveau en anglais? Pas nécessairement, Alexis. Ça dépend des boîtes. Alors, savoir que play, ça veut dire démarrer, oui, parce qu'il y a plein de logiciels, ils sont en anglais et pas traduits. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de créer des contenus en anglais au bahut. Après, quand vous avez un niveau en anglais, c'est cool, parce que des boîtes internationales, mais pas toutes, donc pas besoin d'être bon en anglais nécessairement. Pour le salaire pendant l'apprentissage, je vous réponds juste après, Béatrice. Ça coûte combien la formation du bahut? Elle coûte 9 200 € et c'est gratuit pour vous. C'est pris en charge par l'employeur à 100%. À 100% pour l'employeur, qui se fait aider par son OPCO, qui prend entre 50 et 100% de ce coût-là en fonction de plein de critères compliqués. Mais vous, c'est gratuit du premier jour, vous êtes payé et on vous fournit même un ordi. Enfin, c'est votre employeur qui vous fournit un ordi pour la formation. Quel salaire pendant la formation? Bah, le minimum, généralement, parce que vous êtes plus de 30 ans, plus de 25 ans, c'est le SMIC. On ne peut pas aller en dessous. Sachant que si vous êtes indemnisé Pôle emploi aujourd'hui au-dessus du SMIC et que votre employeur ne vous propose que le SMIC, Pôle emploi vous complète jusqu'à votre niveau d'indemnité que vous aviez au chômage. Pour autant, moi, j'essaie de négocier avec les employeurs et certains proposent plus.
La moyenne est autour de 24 000 euros bruts en moyenne, donc un peu plus que le SMIC qui est à 21. Mais j'ai certaines personnes qui arrivent à négocier du 28 000, du 30 000. Le record étant à Paris sur une promo précédente de quelqu'un qui avait un diplôme en pharmacie et qui venait se reconvertir en tant qu'ingénieur pédagogique et qui était embauché à 42 000 euros bruts en alternance. Mais voilà, je vous le dis juste pour l'anecdote parce que c'est impossible d'arriver à ce niveau-là. Mais les entreprises comprennent, ils veulent des gens pros qui ont des expériences, qui ont des parcours avant, ce qui est génial. Et en moyenne, là, sur les dernières stats qu'on a faites, sur ceux de la promo 4 qui sont sortis en avril 2023, 100% d'entre eux sont en emploi et leur salaire moyen est autour de 37 000 euros bruts, ce qui est un beau salaire après seulement un an d'expérience, je trouve. Quel diplôme? Je vous ai répondu, il est en cours de dépôt près de France Compétences, donc pour l'instant, il n'y en a pas. Pour autant, on peut faire l'apprentissage via ce titre-là. Je suis pas sûr que ce soit le bon numéro, je vais vous le remettre. Bon, en tout cas, on a fait la demande d'agrément, on l'a. Donc, on peut faire l'apprentissage. On peut même faire vraiment du contrat pro dessus s'il y a vraiment besoin. Si quelqu'un a besoin d'avoir ce diplôme-là. Honnêtement, ça ne vous sert à rien sur ce marché d'avoir ce diplôme. Ce qu'il vous faut, c'est de faire la formation et d'avoir notre soutien. Parce que moi, j'ai beaucoup d'employeurs qui m'appellent régulièrement pour chercher des candidats. Et du coup, c'est moi qui vous positionne et qui vous dit, va avoir un tel de ma part. Et ça vous ouvre les portes. Les prochaines promos, c'est le 19 février à Lyon. Donc, il reste plus que 3 semaines. Il faut être un peu speed. Mais si vous êtes souple, si vous êtes un peu mobile, il y a encore du boulot. Il y en aura une à Paris le 27 mai et les candidatures vont ouvrir après le 19 février. Et il y en aura une à Nantes et les candidatures vont ouvrir en mai. À savoir que c'est principalement du présentiel à l'école. On est dans les pentes de la Croix-Rousse pour la promo lyonnaise. On est à Paris à côté de Bastille et à Nantes, on est en banlieue nord de Nantes, si je dis pas de bêtises. Ah non, on sera en plein centre de Nantes dans des super bâtiments, pardon. Parce que c'est pas moi qui gère ces écoles à Nantes et à Paris. Les horaires, c'est 9h30, 17h15, pour que ceux qui ont des obligations familiales puissent rentrer et puissent déposer leurs enfants le matin si besoin aussi. Les lieux sont un peu tout le temps ouverts, dès 8h30 sont ouverts jusqu'à 20h, pour que vous puissiez y rester si besoin. On a un cadre cool, on s'y sent bien, on a un peu envie d'y rester. C'est un ancien appart qu'on a retravaillé en lieu de formation pour que on ait plein de petites salles, plein d'endroits pour s'isoler et un endroit où on peut écrire sur tous les murs ou presque. Voilà. Un peu cool en termes d'univers. Voilà ce que je peux vous dire. Sur le métier et sur la formation, et je vois qu'il y a encore une question. Donc, du coup, Béatrice, j'ai répondu à ta question sur le diplôme et j'ai répondu à ta question sur le salaire. Et Leslie, non, il n'est pas possible de participer en distanciel. Mais c'est pour ça on a des gens hein, qui viennent de Paris, je vous dis, de Nantes, de Bordeaux sur la formation, qui font des colloques ensemble ou qui se font héberger par des copains pendant les temps de formation. Il y a des sessions qui se font en distanciel synchrone ou en autonomie, vous êtes en tutorat, vous devez créer votre jeu sur Storyline et vous avez 3 jours pour le faire et vous pouvez être chez vous pour le faire et juste vous avez des petits points avec l'expert Storyline chez nous euh, tous les jours d'une demi-heure pour voir où vous en êtes. Mais voilà, mais non, on fait que du présentiel. On a fait exceptionnellement pour une personne qui était en situation de handicap. On a loué un robot pour qu'elle soit en présentiel avec nous, alors qu'elle était à Paris de chez elle, elle ne pouvait pas se déplacer du tout. Mais trop compliqué pour nous de faire ce qu'on appelle le prestentiel. C'est du présentiel et du distanciel en même temps. C'est vraiment d'autres modes d'animation et un peu moins de plaisir pour nous. Qu'est-ce qu'on voit comme logiciel pendant la formation? Alors, on voit pas mal de LMS en partenaire. On a 360 Learning, RiseUp, Moodle, Didask. Et on peut facilement avoir ce qu'on les a déjà eu, Dokeos, MySkillCamp et d'autres. En outils de création de contenu, on va voir Genially, Canva, Storyline et Lucidate. En génération de vidéos, on va avoir un peu de Vyond, un peu de Cumulus. En mobile learning, on va avoir du Biddy et du Teach on Mars. En réalité immersive, on va avoir du Sphere. En IA, on va avoir du Knowledge, du Eduize et d'autres. Et j'en oublie. Ils sont tous sur le site, si vous voulez regarder tous les logiciels que vous voyez et ceux qui sont partenaires. On a une quarantaine d'outils qu'on voit concrètement pour l'information. Une douzaine de partenaires, ils sont tous gratuits, mais de toute façon, sur les 40 autres, c'est gratuit aussi. Et les partenaires, c'est ceux sur lesquels on va passer un peu plus de temps, mais vous avez accès à plein d'outils pour l'information, pour monter en compétence dessus. Est-ce qu'on peut encore postuler à la promotion de Lyon pour février? Dépêche-toi, Marie-Stella.
Alors, ouais, on te dira si on pense pouvoir te trouver une boîte encore ou pas. Si tu as moins de 30 ans, plus facile, parce qu'il y a des boîtes qui cherchent que des apprentis. Si tu es mobile, plus facile, parce que j'ai un job à Lyon, ou enfin, job en Moselle, là, j'arrive pas à trouver, ou à Grenoble, plus difficile aussi. Donc voilà, à voir en fonction de ton profil, par-en à Aurélien et Léna, ils te diront très honnêtement ce qu'on peut faire ou pas. Très bonne question, Béatrice. Si on valide la formation et que vous obtenez le RNCP comme évoqué, est-ce que c'est rétroactif? Oui, parce qu'on suit ce qu'on a fait dans notre demande de dépôt, et donc vous l'aurez en rétroactif. Pour autant, honnêtement, c'est un parcours très compliqué RNCP, à France Compétences, et je peux rien vous garantir. On passe par une consultante spécialisée pour donner un maximum de chances, mais on garde 40 à 50% de chances que notre titre soit validé. Voilà, je préfère être honnête là-dessus. Pour la formation, pour l'entreprise qui est à Nice, non, la formation se fait toujours à Lyon, Anthony. Pour autant, comme je te dis, c'est des blocs à Lyon. Bah, ceux qui sont à Bordeaux en entreprise et qui viennent se former à Lyon, bah, prennent une coloc avec d'autres Lyonnais pendant le temps où ils sont en formation. Pôle emploi vous peut prendre en charge 30 euros par jour pour votre hébergement et je crois prend en charge votre déplacement aussi. Plus peut prendre en charge un peu pour la bouffe, genre vous avez 8 euros par jour de bouffe payée par Pôle emploi. Donc, il y a des prises en charge, il y a de l'aide. Votre employeur aussi peut vous aider. Parfois, c'est lui qui vous paye au déplacement. Donc, il y a plein de solutions. Si c'est des questions de financement, Anthony, il faut qu'on se recroise et qu'on discute. Et oui, Nadine, il faut impérativement avoir trouvé l'entreprise avant de débuter la formation. C'est un prérequis pour nous super important parce que on veut que les gens qui démarrent aient la tête 100% à ça et qu'ils sachent où ils vont derrière pour être motivés, pour savoir ce sur quoi ils doivent progresser. Et je veux toujours, je répète ça, je ne veux pas former pour former. Et je trouverais ça horrible que quelqu'un suive pour la fin, bah, ne rien avoir. Donc, on impose qu'il y ait un employeur. Après, alors, je, je n'ai pas dit ça, c'est enregistré, mais je dirais que c'est pas vrai. Si on a un go de principe que tout n'est pas signé le jour de démarrage de la formation, mais que je sais que la boîte va le faire, bien sûr qu'on accepte l'étudiant en formation, qu'on trouve un peu de souplesse pour que tout aille bien. Mais je ne veux pas prendre le risque que quelqu'un doive abandonner parce qu'on ne trouve pas d'employeur. Est-ce que ça a répondu à vos questions, Madeleine? Toi qui es présélectionné pour la prochaine promo, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as découvert des choses? Je te donne la parole. Tu peux parler, vas-y. Je t'entends pas, par contre. T'as pas ton casque. Bon, bah tant pis, désolé. Je voulais te faire que tu racontes comment c'était passé pour toi ces entretiens. N'hésite pas à le mettre dans la discussion. Leslie, est-ce qu'il y a des employeurs qui acceptent des postes en full remote? Oui, il y en a. Après, il faut voir si toi, tu as déjà fait, si t'aimes ça, parce que ça ne plaît pas à tout le monde pour avoir déjà vu l'expérience. Mais oui, on a des postes en full remote. Là, j'en ai notamment un qui va être assez génial chez Invivox. C'est une société qui forme des médecins, tout en distanciel, et toute l'équipe est en distanciel. Euh, et du coup, franchement, les missions sont trop cool. Leur plateforme, elle est géniale. Et c'est vraiment le numéro un francophone sur ce sujet. Et là, je dois recevoir normalement aujourd'hui, comme quoi ils veulent vraiment un Bahuchien. Et donc, j'attends de voir les conditions. Mais donc, oui, il y en a des comme ça. Ça se trouve. Merci Adelaine pour le témoignage avec Aurélien. Ouais, Aurélien est trop cool. Ce sera un coordinateur pédale de la promo. C'est un des meilleurs intervenants aussi. Tu verras, tout ça, c'est bien sympa. Et bah, maintenant, il faut que je m'occupe de toi pour trouver un employeur. On va en discuter sur Discord. Merci à tous. S'il y a d'autres questions, par mail, je vais vous mettre je peux pas vous mettre mon mail. Mon mail, c'est sylvaintillon@gmail.com. J'enverrai le replay à Philippe. Désolé pour le démarrage, je vous ai pas vu venir et je vous ai raté. Trouvez-moi sur LinkedIn aussi s'il y a des besoins, s'il y a des questions, si vous voulez plus d'infos. Sylvain Tillon sur LinkedIn, assez facile à trouver. Je prends beaucoup la parole sur ce sujet-là. Et nous, on est là pour vous aider. Euh, on aime nos étudiants, on est sûr que c'est les meilleurs du monde et on va tout faire pour que ça se passe bien. Et oui, Delphine, pour un senior de 52 ans, c'est jouable. C'est plus dur, comme je disais tout à l'heure, de trouver un employeur parce que, bizarrement, dans la tête des gens, plus de 40 ans égale moins numérique que d'autres. C'est pas vrai du tout, on le sait. Et bah, on te dira si on peut ou pas, si on a des employeurs ou pas qui correspondent à ça. Mais oui, oui, c'est tout à fait faisable. Et franchement, nos seniors sont géniaux. Et même seniors à 52 ans, c'est jeune pour être senior à 52. Donc non, non, il y a de la place. Il y a des trucs cool. Mais c'est plus dur. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si y a des questions. Et à très bientôt. Au revoir.